Ce soir, nous vous proposons de mêler la vision artistique et la vision scientifique autour de la question de l'adaptation de la faune, de la nature à l'activité humaine. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir ce court-métrage Hybrids.
Bonsoir. J'espère que le film vous a plu déjà. Et alors pour me mettre un peu dans le contexte, ce court-métrage a été réalisé par 5 étudiants, dont Kim et moi-même. En fait, c'était dans le cadre de notre année diplômante. On l'a terminé Juin 2017. en juin 2017. Donc il y a eu environ 9 mois de production, de A à Z, 9 mois de la fabrication du film de A à Z pendant 9 mois. Ça a été fait entièrement sur ordinateur, en 3D. Je ne sais pas si ça parle à certains. On peut vous raconter un petit peu comment on a eu l'idée. La plupart de l'équipe ont grandi dans le sud de la France, ça s'entend peut-être un peu. Et Romain, c'est lui qui a eu l'idée. Il avait l'habitude de plonger pas mal quand c'est les vacances et depuis qu'il est tout petit. Et en plongeant un jour, pensant trouver un petit poisson qui brillait au fond de l'océan, donc il a plongé et il s'est retrouvé face à une capsule. Et du coup, il est revenu vers nous en nous disant en fait, j'ai été un peu dupé par ce que j'ai vu et ça serait peut-être bien de faire un film autour de ça. Déjà parce qu'il voyait qu'il y avait de moins en moins de poissons. Et puis en plus parce que cette idée-là de métamorphose l'intéressait bien. Et on a tous été emballés par l'idée. Du coup, on a commencé à créer tout un bestiaire animalier avec plein d'animaux qu'on hybriderait avec des objets de la pollution. Des objets qu'on utilise nous couramment, hein, d'où la voiture, la casserole, le bidon, enfin quelque chose qui pourrait un peu parler à tout le monde. Et donc du coup, c'est de là qu'est née l'idée de ce film. Voilà. Et dans le sujet de l'hybridation, nous on est parti sur ce sujet, pas de la vision forcément scientifique. On réfléchissait plutôt au caractère des personnages, donc quel personnage avait une certaine morphologie, un certain comportement, et du coup avec quel objet il serait hybridé. Donc par exemple le poisson qui se fait chasser par le requin, donc c'est un mérou, donc on a pris comme un poisson un peu pâteau, un peu gros, donc on a choisi d'hybrider avec un gros baril bien rond qui est un peu encombrant. Pour le requin, là on est parti plus sur une voiture type voiture de sport un peu, donc agressif. Ouais, avec un design très agressif, très pointu et qui va un peu fondre dans la mer. On a voulu garder aussi le côté de la tortue qui pouvait se recroqueviller en fait et se cacher dans cette marmite-là, en ajoutant un côté un peu rigolo entre guillemets avec le fait que le couvercle soit en verre et qu'elle puisse, en plus de ça, du coup, de son endroit caché, regarder en fait un petit peu de l'extérieur. On n'a pas voulu porter tant un jugement au départ sur ce film. On a voulu raconter notre vision de l'adaptation, plus que de l'évolution, j'ai envie de dire. Et toujours cette idée de la chaîne alimentaire, en fait. Donc, du plus petit, on a le plancton, c'est les petites LED. Au plus grand, en fait, au calamar géant, bon là, on relève un petit peu de la mythologie, mais en créant toujours des univers très différents et en voulant laisser au spectateur, en fait, le regard qu'il voulait bien sur le film. C'est-à-dire que quand on l'avait présenté à quelques personnes, on avait eu des retours très différents. On avait eu des retours qui nous disaient « Ah, c'est merveilleux, c'est fantastique », mais toujours avec une deuxième compréhension du film derrière qui arrivait, où ils nous disaient « Mais en fait, c'est pas très gai, quoi, tout ça ». Et puis, il n'y a pas d'être humain non plus. La seule présence humaine, en fait, c'est les déchets, ce qui n'est pas très positif. Mais voilà, c'était un peu notre vision et ce qu'on voulait partager avec ce film. Et donc en fait, on a voulu partir sur une sorte de faux documentaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal. Il n'y a pas vraiment
d'histoire, de fil rouge. Juste on suit la vie de certains personnages dans cet univers un peu dystopique. Donc voilà, il n'y a pas de, voilà, comme dit Kim, il n'y a pas de jugement, c'est une sorte de vision un peu objective d'un monde qui pourrait pas vraiment exister, mais ouais. On l'espère pas, hein, évidemment. Mais vous avez quand même regardé des animaux, des vidéos, des choses comme ça, parce que les mouvements, je trouve, sont très bien faits. Connaissant quand même pas mal de ces bêtes, je trouve que voilà, c'est très bien reproduit. Merci. Alors, Documentaire, ouais, en fait, pour l'animation, on a regardé beaucoup de documentaires, de vidéos de plongeurs qui filmaient donc les animaux, parce que un des défis de ce projet, c'était le côté réaliste dans le visuel. Donc, dans tout ce qui était texture, lumière et donc animation aussi. Donc il fallait reproduire ce côté réaliste tout en adaptant ces morphologies-là. En fait, il y avait de l'hybridation, même dans notre travail, dans l'animation, il fallait faire une sorte d'hybridation entre les morphologies, les objets qui bougeaient pas forcément comme dans la vraie vie, au final. Et donc voilà. D'un point de vue scientifique, le concept d'hybridation est assez intéressant, parce qu'au final, voilà, ce qui va permettre à un organisme ou à une espèce ou une population de répondre à des contraintes de sélection, donc les perturbations du milieu, c'est le changement de traits morphologiques d'une génération à l'autre. Et c'est basé sur la variabilité génétique qui existe. Et donc au final, l'idée d'hybridiser, donc augmenter la diversité morphologique intrinsèque aux diversités génétiques présentes, c'est quelque chose qui se passe dans la nature. Donc il y a des espèces hybrides qui sont issues de 2 espèces par an, et donc qui ont plus de variabilité morphologique. C'est quelque chose qu'on observe aussi souvent chez les espèces invasives. Les espèces invasives, souvent, ils ont plus de variabilité génétique que quand on regarde la même espèce là d'où elle vient. Et donc c'est cette variabilité génétique qui leur permet d'exprimer plus de morphologie, plus de phénotypes, et qui peuvent être sélectionnés par la sélection naturelle. Parce qu'au final, pour changer une morphologie, on ne pourra jamais la changer voilà, de ce point de vue, évidemment, mais ce qu'on peut faire, c'est voilà, la sélection naturelle va quelque part faire un crible, une sélection de toutes les variantes possibles. Ceux qui sont le mieux adaptés, ils vont passer leurs gènes à la génération suivante. Donc ils vont transmettre leurs caractéristiques morphologiques à la génération suivante. Et donc au fil des générations, on peut s'adapter, une espèce, une population peut changer de morphologie par rapport aux contraintes imposées par l'homme, par exemple, dans l'environnement. Par contre, ce qui est clé là-dedans, donc, on a toujours pensé que l'évolution c'est quelque chose de très lent. On a fait des études, on a vu que ça peut être très rapide dans certains contextes. Par contre, l'élément clé là-dedans, c'est le temps de génération. Parce qu'il faut quand même pouvoir passer les gènes d'une génération à l'autre. Et d'une génération à l'autre, il y a des petits changements. Ce n'est pas des grands changements d'un coup. Et donc, par exemple, pour des bêtes avec des durées de vie très longues, par exemple, comme le mérou, c'est quand même une espèce qui a une durée de vie assez longue, les changements impactés, l'impact de l'homme est tellement rapide qu'une espèce comme celle-ci ne pourrait pas s'adapter au final à ces changements rapides imposés par l'homme. Donc là, il y a des contraintes absolues au final entre les capacités intrinsèques de la sélection naturelle à changer des organismes au fur et à mesure du temps et la vitesse de l'impact de l'homme sur son milieu. Donc là, c'est toute la complexité au final. Et après, l'autre idée que je trouvais assez marrante, c'est par exemple, on voit les petits crabes qui prennent les capsules. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la nature. Il y a par exemple des poulpes qui vont utiliser des bocaux pour se mettre dedans, ou des bernards l'ermite qui vont utiliser du plastique pour se mettre dedans comme une coquille. Donc il y a des interactions entre la nature et des objets, des déchets humains. Ça existe déjà, c'est des choses qu'on observe dans la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pertinent au final dans le court-métrage. Quand on avait fait ce film, on était tombé justement sur un article
qui montrait un homard, je pense que vous avez dû le voir, qui avait en fait dans sa pince c'était quoi? C'était une étiquette de Pepsi, c'est ça? Ouais. Et ça faisait vraiment partie de sa carapace en fait. C'était plus juste une étiquette collée, il l'avait carrément intégrée. Et on avait trouvé ça dingue et on s'était dit qu'on n'était pas si loin de ça en fait au final. Ouais. Donc oui, c'est toujours l'interaction entre le monde vivant et non vivant, elle est complexe. Il y a évidemment des limites sur ce qui peut être intégré dans le vivant, mais clairement, voilà, les animaux vont utiliser les contextes. Par exemple, des bateaux écoulés, ça fait des récifs artificiels, et les poissons et tout le monde du vivant va l'utiliser comme abri, par exemple. Donc il y a vraiment des interactions entre voilà, le milieu humain et animal. Est-ce que vous pensez que la morphologie d'un animal peut, bon, peut-être pas à ce point, mais s'hybrider en fait, avec des objets humains, ou c'est plus son corps qui va changer pour s'adapter à l'objet humain? Donc c'est plus son corps qui va s'adapter pour voilà, s'adapter au contexte imposé. Donc on peut difficilement s'imaginer qu'il y a vraiment une hybridation entre un objet, un animal, sauf le comportement de l'animal qui va changer et qui va utiliser l'objet. D'accord. Donc là, par contre, voilà, le comportement est très, très flexible au final d'un animal. Donc un animal peut utiliser des objets qu'il retrouve dans son milieu et modifier quelque part sa façon de vivre. Donc ça, c'est parfaitement possible. Intégrer vraiment, ça c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc c'est quelque chose que, voilà, d'un point de vue biologique, on n'envisage pas. D'accord. Donc ça impose un peu les limites de ce que, voilà, d'un point de vue hybridation, comme vu dans le film, dans le court-métrage, bah, il y a clairement des limites de ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire, quoi. Parce que voilà, un organisme se reproduit, donc il y a des cellules voilà, reproducteurs, c'est des fusions de cellules, et donc intégrer un parti inanimé, voilà, c'est impossible, quoi. Donc, par contre, un animal peut s'adapter et aller vivre dans un objet, déchet par exemple, ou il peut l'utiliser comme outil. Donc, de plus en plus, on sait que les animaux vont utiliser des outils, et donc ils peuvent utiliser des déchets retrouvés dans la nature comme outils pour s'en servir. Okay. Et du coup, ça peut intégrer après leur fonctionnement de vie? Et ça peut intégrer dans leur fonctionnement de vie dans ce sens-là, ouais. Okay. Donc si c'est vraiment des utilisations d'outils, bah, là, et on voit que par exemple même des petits organismes qu'on n'y pense pas, des Bernard l'ermite, on a fait des études au labo avec des collègues, et ils utilisent des outils pour plein de tâches différentes. Donc là aussi dans le monde marin, bah, les poulpes par exemple, ils arrivent à ouvrir des boîtes, donc ils sont assez intelligents au final. Et donc ils arrivent à utiliser plein d'outils dans leur milieu. Donc si je pense à voilà, des organismes qui vont interagir, bah, c'est plutôt ce type d'organismes qui vont directement interagir avec voilà, ce contexte humain imposé dans leur milieu. Après, c'est clair aussi que bah, avec les déchets viennent aussi des perturbateurs endocriniens, des perturbateurs autres, les métaux lourds, voilà, qui vont impacter voilà, la vie des animaux. C'est des toxines souvent, voilà. Donc ça a d'autres impacts en plus. Il n'y a pas que l'objet, mais aussi ça, tout ce les composantes intrinsèques de ces déchets, quoi. Donc du plomb par exemple. Microplastique aussi. Microplastique, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Maintenant, n'importe quelle dissection qu'on fait. On a fait une dissection à Londres avec des collègues d'un phoque gris par exemple. Et dans le tractus intestinal, il y avait plein de microplastiques. Il était vraiment bourré de microplastiques. On a fait une dissection d'un petit soutali, un petit mammifère marin, un petit dauphin, des malouines. Donc vraiment dans un milieu plutôt, on dirait, intact. Ouais. Et même là, on trouvait plein de microplastiques dans l'animal. Donc c'est répandu un peu partout dans l'océan, ces microplastiques, et tous les animaux sont impactés par ça. Est-ce que ça peut affecter, lui, son métabolisme? Et si cet animal-là donne naissance, du coup, à un petit, est-ce que ce petit-là, même s'il a grandi dans un environnement sain, mais qui a sa mère qui est porteuse de tout ça, est-ce que lui, il peut être, du coup, affecté? Et tout à fait, c'est quelque chose, c'est une réflexion assez bien, assez bonne, parce qu'on sait qu'il y a un effet maternel très important. Donc la mère, bah déjà son état de santé va impacter l'état de santé de son petit,
Ouais. Et donc, c'est clair que si la mère est impactée, le petit va être impacté. Surtout pour les mammifères comme les dauphins. Et en plus, ils vont allaiter les petits. Donc là aussi, il y a un impact en transmission quelque part de l'état de santé de la mère sur les petits, et donc leur survie qui va être impactée aussi. Donc ça, c'est sûr et certain. Ouais. Oui, du coup, les petits, ils vont évoluer et avoir une meilleure adaptation de ça du fait qu'ils ont eu ça à la naissance? Ou est-ce que du coup, ça va... Non, c'est vraiment... Donc si la mère a certaines morphologies ou physiologies très physiologiques qui la permettent de mieux répondre à ces contraintes externes, donc modification du milieu, elle va avoir une reproduction meilleure. Et donc c'est ces petits qui vont avoir une partie de leur génome qui permet aussi de répondre à ces contraintes externes. Donc la transmission de mère au petit, c'est plus dans le sens de qualité physiologique, aussi connaissance, culture. Tu vois, de plus en plus, on sait qu'il y a plein de chimpanzés qui arrivent à transmettre l'utilisation des outils de mère en fils, par exemple, ou d'une population à une autre. Donc il y a beaucoup plus d'apprentissage au final dans la nature qu'on pensait. Et aussi, comme ça, on peut transmettre des savoirs, des savoir-faire d'une génération à l'autre. Donc c'est quelque part aussi une transmission qui se fait dans la nature. D'accord. Donc, par exemple, l'utilisation d'outils, c'est assez classique. Il y a certaines populations qui l'utilisent et d'autres populations qui ne le font pas. Et ça peut être appris parce que s'il y a des individus qui se rencontrent, ils voient d'autres individus et ils peuvent s'approprier cette technique et ces utilisations d'outils. Ça, c'est possible, tout à fait. Okay. Donc du coup, j'imagine que là, ce qu'on évalue, c'est la vitesse de changement de l'homme sur son environnement par rapport à la vitesse d'adaptation des animaux? Tout à fait. Et c'est là qu'il y a un vrai décalage. Donc l'homme impacte son environnement plus rapidement que les animaux arrivent à répondre. Et c'est pour ça qu'on parle de la 6e crise d'extinction voilà, on est plein dedans. Hein. Donc il y a des taux d'extinction qui dépassent tout ce qu'on a connu dans le registre fossile. Les animaux, on est en train de perdre la biodiversité vraiment de façon assez rapide. Et plus rapide qu'on n'a jamais pu le démontrer, parce qu'on sait que dans le registre fossile, il y a des périodes d'extension où il y a plein de bêtes qui s'éteignent, et des périodes d'évolution, de diversification. Mais là, on a dépassé tous les seuils d'extension quelque part en ce moment-là. Donc il y a certains groupes, je parle par exemple des amphibiens, on a perdu déjà presque 30% des amphibiens qu'on connaissait, où c'est des populations tellement petites qu'elles ne sont pas viables dans la durée. Donc là, il y a certains groupes d'organismes qui sont très sensibles à ces perturbations de leur milieu, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des questions des gens du public qui ont des interrogations ou des questions pour... Ça marche? Ouais, ça marche. Ouais, moi je me demandais, effectivement, c'est pas possible qu'on puisse inclure une capsule dans un crabe ou un truc comme ça, mais est-ce que c'est imaginable que la morphologie puisse ressembler à une capsule, puisque juste, en fait, ça peut être sélectionné comme ça, non? Tout à fait, ouais. Donc la morphologie peut être sélectionnée pour ressembler des déchets, par exemple. Voilà, être cryptique et ne pas être vu par un prédateur, c'est quelque chose de très important dans la nature. Et donc, le plus que les crabes vont ressembler les capsules, le plus qu'ils vont mieux survivre, et donc le plus ça peut être transmis d'une génération à l'autre. Et donc, on peut avoir des changements de morphologie tout à fait comme ça. Ouais. Vous parliez, Anthony, tout à l'heure des populations qui sont en capacité de s'adapter ou pas. Vous citiez les amphibiens. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça populations Oui, il y a plein d'organismes qui sont plus ou moins capables. Déjà, comme j'ai dit, la durée de vie, donc durée de génération, temps de génération, il est très important là-dedans. Le plus court c'est, le plus rapide un organisme peut s'adapter au final dans des contextes différents. Il y a aussi des organismes qui vivent typiquement dans des milieux très stables. On pense aux régions tropiques, dans l'océan profond par exemple. Il y a plein d'organismes qui vivent dans des milieux très stables. Et donc ils n'ont pas les moyens, les mécanismes physiologiques pour réagir sur des perturbations de leur milieu. Tu vois, par exemple, on a travaillé un peu sur les coelacanths, c'est des poissons d'eau assez profonde. Et dès que l'eau se réchauffe un petit peu, ils vont aller plus profond. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer même 2 degrés de différence de température.
parce qu'ils ont toujours vécu dans des milieux assez stables. Et donc avec le réchauffement climatique, par exemple, c'est surtout ce type d'animaux qui sont impactés. On pense aussi à tout ce qui est poissons, amphibiens, reptiles, insectes, dans des ectothermes. Donc leur température est dépendante de la température extérieure, au final. Et donc les animaux qui vivent déjà dans des conditions climatiques assez chaudes, eux, ils vont être les plus impactés. Parce que le réchauffement va faire qu'ils sont poussés jusqu'à leurs limites. Et il y a des limites physiologiques, chimiques absolues, au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Et donc là aussi, c'est des organismes qui sont plus en danger d'extinction au final. Ouais, moi j'ai pas très bien compris cette histoire de. Enfin, tout à l'heure vous avez évoqué le homard ou je sais pas quoi qui avait une étiquette de Pepsi. Comment est-ce que c'est possible techniquement qu'il ait intégré l'étiquette? Je sais pas si en lisant l'article, c'était bien expliqué ou quoi. J'ai juste vu un lien vers l'article, j'ai pas lu l'article donc je peux pas te dire plus que ça, mais quand j'ai vu la photo et c'était vraiment, c'était pas juste une étiquette collée, il y avait vraiment comme s'il y avait l'empreinte sur la pince. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu ou lu. Moi je sais que les arbres de la forêt de Fontainebleau, ils intègrent certains panneaux en métal. Oui. Vraiment, complètement. Ouais. Donc, ouais, mais ça c'est une croissance de la plante autour de l'objet. Ouais. Donc elle est intégrée au final dans la structure de la plante. Oui. Certaines plantes, elles l'intègrent, d'autres pas du tout. Donc c'est vraiment un choix de cette plante-là. Comme certaines plantes, quand ils sont proches d'un rocher, elles intègrent les rochers. Et d'autres, par contre, elles s'éloignent. Donc, c'est vraiment un choix individuel. Pas d'espèce, parce que j'ai regardé. La même espèce, elle peut, dans un cas, intégrer les rochers et dans l'autre, pas. Moi, j'ai dit que c'est des arbres qui embrassent les rochers. C'est une vision assez poétique de la nature. Moi, j'avais une petite question concernant les mécanismes d'évolution. C'est peut-être l'occasion de peut-être nous raconter à différentes échelles comment... voilà. Donc, le mécanisme de base, ça reste la sélection naturelle. Donc, dans toute population, il y a de la variabilité. Donc, on est tous différents. Ici, on est tous la même espèce, on est tous différents. Et donc, s'il y a un contexte de sélection, donc un milieu qui change, il y a certains d'entre nous qui seront mieux appropriés de survivre ou de se reproduire dans ce milieu-là. Donc, par exemple, si on lâche un lion ici dans la salle, j'ai des jambes assez longues, je vais pouvoir m'échapper, par exemple, je vais survivre. Si j'arrive à me reproduire, s'il y a une autre personne qui survit, je vais passer mes gènes à mes enfants et ils vont aussi avoir des jambes assez grandes, comme mes parents avaient aussi des jambes assez grandes. Et donc c'est le mécanisme de base de l'évolution, c'est la variation qui existe au sein des populations, et c'est la sélection naturelle qui va faire le tri, dépendant du contexte. Et c'est toujours le contexte qui sélectionne pour certaines morphologies, ou certaines physiologies, ou certaines couleurs, ou voilà, des traits morphologiques ou autres, phénotypiques. Donc dès que le milieu il change, ça va impacter les pressions de sélection sur les organismes. Donc dès qu'on va réchauffer le climat, ça change les pressions de sélection. Dès qu'on va introduire de nouveaux objets dans un habitat, ça va changer les pressions de sélection, on va perturber ce qui existe et ça va imposer d'autres pressions de sélection sur les organismes vivants. Certains vont pouvoir survivre, d'autres non. Il y a des organismes qui sont beaucoup plus résilients, quelque part, qui ont beaucoup plus de capacités à répondre à ces changements dans leur milieu, d'autres beaucoup moins. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend entre autres de la variabilité génétique, aussi de la plasticité phénotypique. Donc moi, quand je fais beaucoup de sport, je peux augmenter ma vitesse de course ou ma force dans mes bras. Et donc ça, c'est des traits qui me permettent, durant ma vie, de survivre à certains contextes. Donc cette capacité de réagir de façon plastique à mon environnement, c'est aussi un facteur important. Et cette capacité de répondre de façon plastique, je peux la transmettre à mes enfants aussi. Donc il y a des organismes qui sont très, très bien capables de répondre à des variations dans leur milieu et d'autres non. Et souvent ça c'est en lien avec leur milieu de vie. Quand on vit dans un milieu assez variable, c'est bien de pouvoir être
capable de répondre à ces variations du milieu. Par exemple, chez nous, l'hiver et l'été, la température n'est pas la même. L'hygrométrie, la pluviométrie non plus. Et donc, les organismes qu'on retrouve chez nous, ils sont capables de gérer ces changements de température, pluviométrie, changements dans leur milieu. Mais du coup, ça vient du fait d'avoir conscience du changement aussi Donc, il faut pouvoir le détecter, tout à fait. Donc, il faut avoir des organes sensoriels pour détecter ça, température, luminosité, donc tout ça, c'est important. Donc déjà aussi, milieu profond, il n'y a pas de lumière, donc on enlève déjà des paramètres pour évaluer le milieu. Donc ça sera plutôt chimique, pression, d'autres variables qu'on va détecter. Mais donc si on vit dans un milieu variable, on va être capable de répondre à ça assez facilement. Si on vit dans un milieu très stable, de nouveau les tropiques, la température, elle varie dans l'année. On a mesuré au Cameroun, dans la forêt tropicale, il y a 2 degrés de différence en plein milieu du forêt, du plus chaud au plus froid. Donc ces organismes ont évolué toujours dans un environnement assez constant, donc ils n'ont pas la capacité, donc si on coupe le forêt, ça réchauffe tout de suite, parce qu'au final, dans la forêt, il ne fait pas très chaud, il fait 23-25 degrés, pas plus. Donc si on coupe la forêt, ça réchauffe tout d'un coup, et ces organismes-là ne peuvent pas répondre à ce changement de température. C'est trop rapide, c'est trop brut. Tandis que pour un organisme chez nous, c'est rien. Donc, ils ont cette capacité, la plasticité pour répondre à ces changements de température. Donc, le milieu de vie est très important parce qu'il a sélectionné. Quand on vit toujours dans un milieu stable, c'est mieux exprimer cette variabilité, c'est coûteux aussi. Donc, si on la perd, si le milieu ne change pas, c'est pas grave. Tandis que si qu'on l'a, il y a un coût associé. Donc, c'est toujours le jeu, quelque part dans la nature aussi, de coûts associés à avoir certains traits. Donc si je n'utilise pas mes muscles, si je reste assis derrière mon ordinateur toute la journée, je vais les perdre. Parce qu'il y a un coût énergétique associé aussi. Ça me fait penser un peu au saumon qui passe d'eau salée à eau douce. Donc les saumons aussi, c'est des espèces qui vont vivre dans le milieu marin et vont se reproduire dans l'eau douce. Donc ils vont complètement changer leur physiologie. 1, déjà pour remonter les rivières, et 2, aussi pour résister à cette eau douce. Parce qu'ils ont vécu toute leur vie dans l'eau marin, donc d'un point de vue osmorégulation, c'est très différent. Donc ils doivent vraiment gérer ça. Et donc pas tous les poissons sont capables de faire ça. Tu prends un poisson, un mérou, tu le mets dans l'eau douce, il meurt tout de suite. Donc voilà. Donc d'un point de vue mécanisme d'évolution, la sélection naturelle et cette plasticité, cette capacité à répondre à des changements durant la vie d'un organisme, c'est 2 éléments clés quelque part. Et après, d'autres choses importantes, c'est cette transmission d'informations. Donc c'est quelque chose qu'on voit qui est de plus en plus important. Aussi les populations d'oiseaux, de chimpanzés, même des micro-organismes qui vont échanger d'informations d'une génération à l'autre. C'est une sorte d'apprentissage qui peut aussi impacter donc, la capacité des organismes à répondre à des changements dans leur milieu. Donc c'est d'autres façons de transmettre l'information, pas génétiquement, mais d'autres façons de transmettre l'information et donc qui permettent d'être plus résilients à des changements dans l'environnement. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. L'homme est très résilient au final parce qu'il transmet l'information de façon écrite, orale, très différent. Donc nous, on n'a pas besoin d'avoir l'expérience nécessairement. On a l'expérience des autres qui nous aident à répondre à un changement quelque part dans nos milieux ou autre. Voilà. Donc c'est assez différent de ce point de vue. J'avais plus une question pour Kim et Johan. Est-ce que actuellement vous êtes sur d'autres projets un peu sur la même thématique, cette question de la pollution, cette question de l'adaptation? Est-ce que c'est des projets, est-ce que c'est des thématiques que vous abordez encore actuellement dans vos nouveaux projets ou pas? Alors là personnellement pas nécessairement parce que donc maintenant on a eu notre diplôme, enfin c'était un sujet qui nous tenait à cœur et tout. On a eu notre diplôme, donc maintenant moi je suis rentré sur une production où j'ai pas forcément mon mot à dire sur le sujet ou quoi, donc non, mais ça serait super intéressant de continuer à faire d'autres projets là-dessus, d'autres courts-métrages ou faire des projets de sensibilisation sur ce sujet. Ça me plairait en tout cas. C'est vrai que quand on était étudiant, on avait un petit peu toute la liberté qu'on voulait pour traiter du sujet qui nous intéressait.
Mais maintenant, on est un peu tous dispersés dans le monde. Il n'y a que Johan et moi qui sommes là. Il y en a un autre qui est à Londres, les deux autres sont à Montréal. Mais, donc c'est vrai que comme maintenant on travaille dans des entreprises, on n'a pas forcément le choix du sujet de ce qu'on veut montrer ou présenter. Mais c'est pour ça qu'on profite de ce genre d'occasion en général. Pour montrer le film, pour en parler, pour avoir des débats, ce genre de choses, quoi. Puis ça fait 2 ans qu'on a la possibilité donc, de faire ça et on en profite. Parce qu'au final, moi je trouve le film très parlant, quoi. Il fait réfléchir. Oui, c'est ça. Et voilà, je pense que c'était le but quand même de faire réfléchir les gens. Et, c'était pas d'imposer notre vision, c'était de laisser libre cours aux gens d'interpréter ça comme ils le voulaient. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nos intervenants ? Merci. Je voulais juste revenir sur le terme hybride. Je ne suis pas spécialiste, j'ai peu d'exemples à l'esprit. Donc on parle bien, tu disais tout à l'heure Anthony que les organismes hybrides existaient. Donc on parle bien sûr de 2 espèces qui sont suffisamment proches pour pouvoir générer une descendance. Et j'ai à l'esprit le fait que justement l'hybridation affecte par défaut un petit peu la capacité reproductive. Est-ce que c'est vrai ? Donc tout dépend un petit peu de la distance génétique. Tu vois, par exemple, les pinsans de Darwin au Galapagos, toutes les espèces plus ou moins peuvent s'hybridiser, avoir des descendants fertiles, qui peuvent faire des flocs hybrides. Donc c'est des hybrides qui vont se repartir sur les îles dans des conditions où il y a beaucoup de ressources alimentaires présentes. Au moment où il y a une sécheresse, tous les hybrides meurent, mais c'est viable. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. Il y a beaucoup de cas chez les plantes ou chez les lézards, par exemple. Il y a des espèces proches, mais pas très proches, qui s'hybridisent. Et ça donne des lignées clonales, au final. Donc c'est des femelles, donc c'est des espèces monosexes. Donc ils n'ont plus de mâles, par exemple. Ils n'ont que des femelles. Ils vont se reproduire tout seuls, sans avoir accès aux mâles. Donc ça, c'est des hybrides, mais qui ont beaucoup de variabilité, parce que leur génome est composé des génomes des 2 espèces parents. Et donc, ils vivent souvent dans des contextes assez particuliers, ils sont très résilients à des changements climatiques, souvent dans des endroits désertiques pour les lézards ou des choses comme ça. Donc, on peut avoir ces lignées clonales. Et certains groupes de lézards, par exemple, c'est assez répandu. On trouve ça. Donc oui, ça a un impact sur la reproduction, mais ils deviennent juste clonales et tu as du monosexe, donc tu as que 2 femelles au final. Rien à voir avec... j'avais plus des espèces mammifères, à vrai dire, à l'esprit. Et du coup, c'est vrai que je pensais pas... Et sur d'autres mammifères sont un peu des exceptions au final, parce que chez les poissons, on trouve des hybrides, c'est des invertébrés, c'est assez commun. Chez les plantes, la plupart des plantes sont des hybrides au final, il y a une très grande partie. Donc les mammifères, nous, on est un peu particuliers au final. Bon, j'ai une question un peu méchante. C'est juste le terme d'hybride. Est-ce que réellement ça a du sens en biologie, puisque le concept d'espèce en lui-même n'a pas réellement de sens, il me semble. Donc, est-ce qu'on peut dire que le terme d'hybride a vraiment du sens en fait ? Si on va rentrer dans les détails, de mon point de vue, ni l'espèce ni l'hybride dans ce cas-là a un sens absolu, parce que l'espèce en soi n'existe pas. C'est des lignées. Donc il y a des lignées qui sont divergées à un certain moment. Et après, oui, tu peux avoir des hybrides, des représentants de ces 2 lignées. Donc dans ce cas-là, l'hybride a plus de sens que le mot espèce, presque. Parce que c'est des lignées, c'est des populations, c'est continu dans le temps. Donc c'est la différence quelque part de l'espèce qui est statique. On sait que dans la nature, c'est pas statique, c'est continu. Par contre, tu peux avoir deux lignées divergées et des représentants de ces lignées qui peuvent se reproduire. Donc ils font faire des hybrides. Tout dépend, Donc dans le sens strict que nous on pense, hybride entre 2 espèces, déjà, comme tu dis, si on part du fait que l'espèce est quelque chose d'artificiel, dans ce cas-là, l'hybride dans ce sens-là devient aussi artificiel. Par contre, c'est clair que si on pense dans une continuité dans le temps, on sait que il peut y avoir des échanges. Et de plus en plus, on sait que c'est pas linéaire dans le temps non plus. Il y a beaucoup plus d'évolution réticulée
qu'on pensait. Il y a beaucoup plus d'échanges de génomes entre micro-organismes et métazoaires. Voilà. Une grande partie de notre génome, c'est du génome du micro-organisme qui était inséré dans notre génome. Voilà, c'est beaucoup plus complexe qu'on pensait. Donc voilà, ces concepts d'hybrides aussi deviennent plus complexes quelque part. On peut garder notre titre quand même. Non, il est bien. C'est pour revenir aux animaux qu'on a vus qui ont des parties solides, on va dire, enfin un peu inorganiques, et on sait que ça existe dans le monde animal. Enfin, par exemple, des micro-organismes qui sont capables de faire des squelettes de silice, par exemple, etc. Est-ce que ça serait crédible, on va dire, d'imaginer que pour ressembler aux déchets, donc pour mieux s'adapter, est-ce que ce serait crédible que des métazoaires, donc des gros organismes, développent ce type d'évolution et donc arrive à fabriquer, enfin on a déjà les coquillages par exemple, mais arrive à fabriquer donc des parties plus solides après je sais pas, c'est un peu imaginaire, mais est-ce que vous trouvez ça crédible en fait, par exemple par réticulation d'évolution comme vous dites, est-ce que c'est imaginable? Déjà, il ne faut pas oublier, on a déjà des parties solides. Hein. Le squelette qui est à l'intérieur de nous, il est déjà solide. Il y a plein de bêtes en plus qui ont des éléments squelettiques dans la peau. Et de là, l'étape n'est pas très grande pour imaginer que on a une carapace comme une tortue, qui est une structure complètement rigide et dans laquelle ils peuvent intégrer d'autres éléments. Maintenant, c'est du calcium carbonate, mais on peut imaginer qu'il y a d'autres éléments chimiques qui sont intégrés là-dedans et qui permettent à un organisme de mieux ressembler à des objets inorganiques. Quoi. Donc oui, c'est tout à fait envisageable, mais ouais. S'il n'y a pas d'autres questions pour nos intervenants, je pense qu'on peut les applaudir et les remercier pour cet échange.